le qbou. C'est un retrait dans le mur qui fait face à la porte, qui délimite un espace central réservé pour les réceptions. C'est un peu le petit salon. Les parties latérales de la chambre servent aux pratiques quotidiennes. Donc, dormir par exemple. نص تاريخي من عام 1721 يعطينا بعض معلومات دار عزيزة. ذلك المكان كان أجمل نزل قبل زلزال 1716. قبل هذه الكارثة كانت هناك 3 طبقات في دار عزيزة، لكن اليوم لم يبقى إلا طبقين. شكل هذا النزل مربع في وسطه ساحة كبيرة، كل واجهة تتكون من 4 أقواس مدعمة بأعمدة رخامية، واجهتها الشرقية مزخرفة عن طريق أروقة. فندخل هذا الدار من باب يقع في شارع السودان. ففي القرن ال18 كانت دار عزيزة مقر استراتيجي للسفراء. فالسيد صحراوي مهندس معماري، ما هو دور دار عزيزة في التاريخ؟ Dar Aziza, c'est d'abord une résidence avec l'ensemble des composantes qui caractérisent une résidence luxueuse de l'époque ottomane. Les textes dont nous avons connaissance de 1721 et les plans, qui montrent sa configuration avant les différents raménagements qu'elle a eu lieu, montrent que c'était une résidence avec l'ensemble de ses composantes nécessaires à une vie luxueuse d'un palais. Sur ce livre, vous avez la Srifa, vous avez donc l'accès se trouvait par la rue du Soudan, l'accès sur une Srifa au-dessus de laquelle il y avait une douéra qui servait donc de maison pour les domestiques du palais. Malheureusement, tout ça a été démoli, l'entrée a été refaite par la place Ben Badis, à une grande Srifa qui accédait donc à la maison. Et vous avez une petite entrée par la rue du Soudan qui donnait accès vers la Douéra. À côté de la grande Srifa, il y avait les écuries et vous avez l'ensemble des dépendances, donc les magasins, le four, les cuisines, etc. السيد خليفة مدير الوكالة، لقد شرح السيد صحراوي أن دار عزيزة نموذج للعمران الإسلامي. فما هي الأشياء اللي تعطي لهذا الدار الخاصيات نتاعها؟ Ce qui fait son luxe, c'est d'abord la proximité du palais du Dey, palais Hassan Pacha, qui montre donc, qui était le siège de l'ancien gouvernement d'Alger. Donc c'était une maison de dignitaires, et les éléments architecturaux montrent aussi cette richesse. Les éléments architecturaux, d'abord, vous avez la dimension, donc l'espace qu'occupe cette maison d'Al Aziza. Les pièces ont plus de 12 mètres de long sur 2,70 mètres environ de large. Elles ont un qbou, là où nous sommes situés, plus large. On vous a sûrement dit que toutes les maisons de la Kasbah ont ces éléments constitutifs avec une plus ou moins grande surface. Avec l'ensemble de ces éléments, nous pouvons conclure qu'en 1830, avant les transformations qu'a subi la maison, celle-ci donc représentait un modèle de base en tant que maison algéroise, avec l'ensemble de ses composantes, qui sont donc les composantes nécessaires à la vie d'une maison simple. Je ne rentre pas dans les détails de la richesse de la maison, mais elle a toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement d'une maison algéroise. قيمة كل بناية تعود للعناصر المستعملة لبناء هذا الديار. فما هي العناصر اللي استعملت لبناء دار عزيزة؟ لأن دار عزيزة لا زالت صلبة ولا زالت كأنها جديدة.
من المواد التي استعملت في البنايات القديمة نذكر نوعين: المواد التقليدية الموجودة المحلية الموجودة في الجزائر، ويمكن نذكر مواد تزيين. من المواد التقليدية نذكر الحجر، الطين، الجير الذي يستعمل في البنايات القديمة، والخشب، وغالبا ما يكون الخشب محلي مثل العرعار، وفيها مواد للتزيين نذكر منها الرخام، يمكن القرمود المزين والزخرفات في الفسيفساء، في الزليج، وهذا منه من يصنع في الجزائر محليا، ومنه مثل الرخام تقليديا ما يكون مستورد من الخارج. وكانت تقاليد استعمال الرخام في أبواب البيوت أو في تزيين البيت، وهو رخام من إيطاليا غالبا. سيد قاسم، المهندسين المعماريين المعالم نتاع هذاك الوقت وين كانوا يتلقاو التكوين نتاعهم، وكذلك وين كانوا يصيبوا اليد العاملة لإنجاز هذا التركيب المعماري؟ في الحقيقة المعلم في هذاك الوقت المعرفة تاعو استوحاها من معرفة قرنية، يعني un savoir-faire séculaire. C'est un savoir-faire séculaire qui a été transmis de génération en génération. Que ce soit pour le ma'allam qui, par son expérience dans la construction, devient à un certain moment de sa vie maître du projet, ou que ce soit l'artisan simple ou le maçon simple qui, dans son savoir, était transmis aussi de génération en génération. En parlant de la main-d'œuvre, c'était une main-d'œuvre locale qui était recrutée localement, et je suppose qu'à ce moment-là, il y avait aussi, comme aujourd'hui, certaines catégories d'artisans. Parce que aujourd'hui, on voit que dans une maison, il y a différents types de travaux. Il y a la maçonnerie, donc le simple appareillage d'une brique sur l'autre. Il y a le travail de l'arc, donc qui suppose un certain savoir-faire dans la disposition des briques, etc. Il y a le travail de menuisier dans la sculpture du bois. Il y a le travail des stucs, donc la sculpture dans le plâtre, etc. Il y a le travail de céramique, ainsi de suite. Donc tout ça supposait que à cette époque-là, il y avait un artisanat très riche. Nous savons qu'un certain nombre d'artisans, et quelquefois c'était des captifs, donc des gens qui étaient pris en mer et qui avaient donc, un savoir-faire qui était utilisé dans la construction de ces maisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce savoir-faire est venu d'ailleurs. À cette question, moi je répondrai comme suit. Il est évident que ce savoir-faire est né chez nous, avec l'expérience dans la construction. Et la construction en Algérie est riche, est très riche. Seulement, comme toute culture, il a subi des influences. Une influence ottomane, puisque en 1516, le roi d'Alger a fait appel aux deux frères Barbaros, et puis ça a été le début du règne ottoman. Et l'autre influence, c'est l'influence andalouse, puisqu'à partir de 1492, au retour des musulmans d'Espagne, environ, suivant des témoignages, environ 200 000 se sont installés sur toutes les côtes d'Algérie, dont 40 000 à la Casbah. Et on savait combien l'Andalousie était riche en matière d'architecture.
les éléments constitutifs de la maison, c'est-à-dire différentes pièces architecturales comme les colonnades. Alors, quand le propriétaire est suffisamment riche, il a des colonnes en marbre. Quand il l'est moins, ce sont des colonnes donc en tuf. Quand il est riche, il a des colonnes en marbre torsadées. Quand il est un peu moins riche, il a des colonnes en marbre simple. Vous avez les encadrements de portes, des portes qui sont en marbre, et tout ce marbre était importé d'Italie. C'est-à-dire que comme l'Algérois actuel qui importe de la céramique d'Espagne ou d'Italie, l'Algérois du XIe, XVIIe, XVIIIe siècle avait les mêmes réflexes. La Méditerranée n'était pas un lac donc étanche, mais c'était, on commandait ce type d'architecture ou ce type de pièce ou ce type de décor pour embellir sa maison. Et vous pouvez remarquer sur certains encadrements la mention du croissant qui faisait que les gens de Carrare, donc puisque ce marbre venait de Carrare, qu'il était travaillé soit à Gênes, soit à Venise, faisaient ce croissant qui montrait que l'importation était sur un pays musulman, à savoir l'Algérie. De la même façon, la céramique. La céramique, les carreaux de faïence que vous pouvez voir autour des fenêtres, dans le patio, tout au long donc des pièces, c'était donc une importation de céramique catalane qui était quelquefois construite ou fabriquée ici, ou donc de la même façon, avec donc les mêmes modèles, soit elle était importée d'Italie ou d'Espagne. Vous aviez aussi les stucs. Bon, vous pouviez voir donc l'importance ou d'un rebou, donc de cette coupole. Elle était travaillée d'une certaine façon, encore que là, il faut vous dire que ce ne sont pas, que c'est un type de stuc que vous pouviez trouver, mais que ce n'est pas le véritable. Vous aviez aussi les plafonds. Alors, dans une maison qui était moins riche, vous aviez du rondin de tuya, l'arar, ou ce qu'on appelle le genévrier, en termes vulgaires, où vous aviez des plafonds décorés. Et ces plafonds décorés, ils étaient donc peints avec de la feuille d'or, avec un certain nombre de motifs. دار عزيزة بناية من الطراز العثماني تتبع لظواهر اجتماعية وعائلية ونظام كامل، وفي بلاد مثل هذه البلاد اللي فيها الحرارة اللي موجودة في ضفاف البحر الأبيض المتوسط، كان في المنازل سطوح يسميوه بسطح. فهل فوق دار عزيزة كانت هناك سطوح تسمح لسكان هذا المنزل بالتنزه واللهو إلى آخره؟ Donc chaque maison, elle est bâtie de manière à préserver la vue, à avoir d'abord une vue de chaque terrasse sur la mer, et en plus tout en préservant la vue des maisons mitoyennes. Dar Aziza, au même titre que les autres maisons, possède sa terrasse, donc qui a à peu près les mêmes fonctions. Cette terrasse, elle est toujours agrémentée d'une pièce qu'on appelle le menzah. Dans la majorité des maisons possèdent donc cette pièce en terrasse. Cette terrasse, elle a plusieurs fonctions. Elle se spécialise surtout dans le temps. Dans la journée, c'est plutôt le domaine des femmes, où, outre les fonctions donc de domestiques, d'étendage de linge. Disons que la Dar Aziza, comme beaucoup de maisons de la Kasbah, a subi des transformations de l'époque coloniale. L'une des premières transformations, ça a été la skrifa, c'est-à-dire l'entrée. L'entrée, dans l'architecture traditionnelle, ne donnait pas directement sur le patio. Et l'entrée actuelle
donc de la maison n'est pas la véritable entrée. Il y a eu donc une transformation à l'époque coloniale. Vous savez que cette maison a servi d'archevêché, puisque la cathédrale de Ketchaoua était en face. Donc cette srifa a été complètement transformée, et c'est un élément qui dénature évidemment la maison traditionnelle. Par ailleurs, il y a eu des rajouts dans le décor ou dans les menuiseries, parce que il y avait, ou même dans les espaces, parce que l'occupant colonial n'avait pas les mêmes habitudes que les véritables propriétaires. Ainsi, dans la grande pièce d'apparat où nous nous trouvons, il n'y avait pas de fenêtres. Il n'y avait pas de fenêtres. Toutes les fenêtres donnaient sur le patio. Et donc toutes les ouvertures que vous voyez sur la rue ne font pas partie de l'architecture traditionnelle de Dar Aziza. Donc toutes les façades de la maison ont été transformées parce que l'occupant voulait donc amener la lumière non pas à travers le patio, mais à travers les murs. C'est une conception occidentale, et il est évident que pour des raisons que vous connaissez de sociologie, la femme ne pouvait pas se mettre à la fenêtre d'une maison pour qu'elle ne puisse pas être vue du dehors. Aussi, il y avait des murs aveugles sur l'ensemble des façades. Dar Aziza donc a été transformé de ce point de vue-là. Si vous prenez le palais qui est en face, le palais du Dey, le palais Hassan, toute la façade que vous voyez, qui a été reprise dans le style néo-mauresque, a été transformée. Le palais Hassan était lui aussi, avait une façade aveugle, et ce n'est que qu'à la période coloniale, disons vers les années 1850-1870, qu'il y a eu ces transformations. Et il faut se dire que ce que l'on appelait l'ancien palais de justice, le palais Bruce, jusque ici à Dar Aziza, il y avait donc une série de palais, dans le palais qui abrite le TNA, il y avait une série de palais qui ont été plus ou moins transformés, plus ou moins détruits, par exemple la Daïra de Bab el-Oued, et tout cela a porté évidemment sur l'environnement de Dar Aziza. Alors, quel est l'intérêt de tout ce patrimoine bâti? Ce patrimoine bâti est un peu notre mémoire. Et les gens qui viennent, qui regardent ces joyaux, sont émerveillés par l'aisance, par la fonctionnalité de ces maisons. Et Dar Aziza n'est pas le seul exemple. Vous avez Dar Souf, Dar Daouj Lamia, Dar Hassan Pacha, Dar Mustafa Pacha, et un certain nombre d'autres maisons comme cela, comme les maisons des Raïs, que l'on appelle communément le Bastion 23. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ensemble de la Casbah, avec ces grandes maisons, ces grands palais, ou ces petites maisons, ces douirettes, sont des témoins du génie d'un peuple. Et c'est dans ce sens-là que ce patrimoine a été classé au niveau national et a été proposé au classement sur la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une richesse historique qu'il faut préserver, qu'il faut restaurer, et nous pouvons dire qu'il faut aimer, bien sûr, dont il faut être fier, puisque ce sont des témoins vivants de l'histoire d'Alger et de l'histoire de l'Algérie, par conséquent de notre histoire. Et il faut dire qu'il y a des programmes
de restauration, de mise en valeur de ce patrimoine pour qu'il puisse y avoir toujours le même émerveillement quand on les visite. هذه الجولة في دار عزيزة ما هي إلا بداية من سلسلة من الحصص اللي رايحة تعلم لنا فن العمران والخصائص نتاع الفن العثماني لهذه الدار، وتبقى هناك حصص أخرى رايحين نتعلموا فيها ما هي ديار الماضي، القصبة، المساجد إلى آخره.